Jeudi 18 juin 2020, Météo France a indiqué un temps mitigé avec des conditions météo plutôt calmes et douces en début de matinée avant cette dégradation pluvio-orageuse en fin de journée. Le thermomètre indique 22 degrés avec un vent qui souffle à 13 km/h et une précipitation estimée à 60% ici à Mulhouse en France, d'où nous émettons. À Lomé au Togo, le temps est orageux et la température est de 29 degrés après 8 heures d'ensoleillement. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices au bout des ondes, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission hebdomadaire Jeudi Actualité dans sa rubrique 40 minutes pour convaincre sur Radio Milaway. Pour décrypter l'actualité socio-économico-politique au Togo, tout le plaisir est pour nous de recevoir pour vous depuis Lomé le professeur Olu Komi, secrétaire général du PSR, candidat à la présidentielle du 22 février 2020, ancien membre du collectif Sauvons le Togo de CAP 2015 et de la C14. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Serge Komladjouvon, c'est moi. Radio Milaway, la radio au cœur du peuple togolais. Professeur Olu Komi, bonjour. À nos fidèles auditeurs et auditrices au bout des ondes, je me permets de leur rappeler que vous êtes le secrétaire national du PSR. Vous êtes professeur de droit et vous intervenez dans plusieurs universités de la sous-région est-africaine. Vous avez été candidat malheureux à la présidentielle du 22 février dernier. Comment se porte votre parti après cette élection controversée? Bonjour monsieur, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci de nous avoir invités. Comment se porte le PSR après ces élections? Il faut le reconnaître, ces élections ont été très éprouvantes pour une grande partie des Togolais. Beaucoup de militants ont été déçus, mais la plupart sont déjà sur pied pour la lutte. La lutte dans laquelle nous nous sommes engagés n'est pas celle d'un individu, il s'agit d'une lutte de tout un peuple. Et lorsqu'on est dans une telle situation, on est convaincu que tôt ou tard, nous réussirons. Par conséquent, nous sommes déjà sur pied pour poursuivre la lutte. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que la semaine passée, nous avons lancé un programme intitulé « Droit pour tous ». Parce que notre parti est convaincu que c'est de la transformation des mentalités que viendra un réel changement dans notre pays. Nous l'avions dit dans le cadre de notre programme de société, projet de société, lors de ces élections. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au pouvoir que nous allons renoncer à nos convictions. Justement pour ça, ce programme intitulé Droit pour tous permettra de former tous les Togolais qui le désirent à travers les réseaux sociaux, soit dans un français très facile, ou dans les langues locales pour permettre la transformation des mentalités. Et donc, le parti se porte bien, les militants sont déjà sur pied, tant sur les questions de coronavirus que sur la formation des masses pour la transformation des mentalités. Donc, la lutte continue. Merci. Professeur Olu Komi, aujourd'hui au Togo, on remarque avec amertume et regret l'état piteux, calamiteux, délabré et criard dans lequel se trouvent depuis bientôt 60 ans les structures sanitaires et les infrastructures routières. Les centres et les écoles de formation n'existent que de nom. Les populations végètent au lieu de vivre et n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Malgré ces conditions de vie difficiles, les populations togolaises sont victimes au quotidien des bavures militaires et policières. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cet état de choses? Dans tous les pays, il peut arriver qu'il y ait des bavures militaires ou des forces de sécurité. Mais lorsque cela arrive de façon très fréquente, ce n'est plus une question d'individu, mais c'est l'institution elle-même qu'on interpelle. Et c'est justement pour cette raison que la répétition de ces faits, de ces comportements des forces de sécurité au Togo pose un problème au niveau même de l'institution.
Et nous pourrions poser des hypothèses. Quelle est la mentalité de cette institution? Et cette mentalité peut être en rapport avec ce qu'on leur dit dans le cadre de leur formation, mais aussi les traitements qu'ils subissent eux-mêmes dans le cadre de leur formation. Est-ce que le militaire doit être considéré comme un citoyen et entièrement à part, un citoyen supérieur au civil, ou le militaire est aussi un citoyen, tout comme un civil, chacun ayant des droits et des devoirs. Et je crois que cela est un élément essentiel qu'il faudrait pouvoir partager au niveau des forces de sécurité qui le comprennent comme tel. Le régime togolais étant depuis longtemps basé sur l'armée, cela a pu conduire à penser que les militaires sont dans une situation de supériorité par rapport aux civils, ce qui en réalité n'est pas le cas et ne doit pas du tout être le cas. Les militaires, les civils forment un corps, un ensemble, c'est le peuple togolais. Parce que les militaires ne peuvent pas se rendre les services que les civils leur rendent, et inversement. Et c'est justement pour cette raison que ce respect mutuel s'impose, parce que dans nos universités, nous avons les enfants, les neveux de ces militaires. Et je l'avais même dit à maintes reprises lorsque l'année passée, je lançais un appel aux forces de défense et de sécurité en leur disant dans les hôpitaux, ce sont les civils qui soignent leurs enfants, leurs épouses. Les chauffeurs de taxi qui les conduisent dans les marchés, ce sont des civils. Les enseignants à l'école primaire jusqu'à l'université, ce sont des civils. Autant nous avons besoin d'eux, autant ils ont besoin de nous. Ça peut être donc une question institutionnelle même. Et c'est pour cette raison, récemment, j'ai attiré l'attention des forces, plutôt des officiers de la hiérarchie de l'armée en disant qu'ils ont un rôle important à jouer dans la transformation des mentalités, de sorte qu'on n'en arrive plus à ces violations donc permanentes, à ces atteintes à la vie, à l'intégrité des citoyens. Un autre aspect, et ça aussi je l'ai dit lors des élections présidentielles, lorsqu'une personne n'est pas traitée avec dignité, elle ne peut pas en réalité découvrir la dignité qu'il y a dans l'autre. Peut-être que ces militaires eux-mêmes ne sont pas traités avec dignité dans leur vie quotidienne, dans l'organisation de leur travail. Eh bien, si eux-mêmes ne sont pas traités avec dignité, ils ne peuvent pas savoir que leur vis-à-vis, le citoyen qui est devant eux, est un homme aussi qu'il faut traiter avec dignité. Ce sont donc des problèmes à poser et à discuter clairement. Il ne doit pas y avoir de tabou sur ces questions. Les civils, les militaires plutôt ne sont pas des militaires et ils redeviendront civils pour plusieurs d'entre eux lorsqu'ils seront à leur retraite. Et raison pour laquelle ces questions doivent être débattues et que les militaires réexaminent cette situation. Ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs aux civils. Nous formons ensemble un corps, un tout, et nous devons le concevoir comme tel et vivre ensemble dans le respect mutuel. On ne peut pas opposer les civils aux militaires. Un autre aspect de votre question se rapporte à l'état des structures sanitaires et de nos routes et qui ne sont pas dans un bon état. Qu'est-ce qui pourrait aussi expliquer cette situation? Vous savez, lorsque dans un pays, les principes démocratiques sont respectés, les dirigeants savent qu'ils ne doivent leur pouvoir qu'au peuple. Ils savent qu'ils doivent rendre compte de ce qu'ils font. Mais lorsque dans un système donné, vous avez la conviction que vous preniez en compte ou non les besoins du peuple, vous pourriez être maintenu au pouvoir par d'autres moyens. Vous ne vous sentez pas obligé à l'égard de ce peuple. Vous ne vous sentez pas obligé de réaliser comme il se doit un certain nombre d'infrastructures.
Et nous pensons qu'au Togo, on aurait pu largement mieux faire. Les résultats obtenus actuellement sont très loin donc, de ce qu'on pourrait attendre d'un pays comme le nôtre. Et c'est justement parce qu'il y a un déficit démocratique qu'il y a également ces situations que nous vivons. C'est justement pour cette raison que la lutte pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays n'est pas une lutte partisane. Elle ne peut pas être une lutte des dirigeants, elle ne peut pas être une lutte d'une partie de la population, elle doit être une lutte citoyenne pour nous tous. Parce que ces transformations vont bénéficier forcément à tout citoyen, peu importe son appartenance politique, peu importe sa religion, peu importe son ethnie. Donc, nous devons ensemble pouvoir lutter pour obtenir un état de droit qui permette que les infrastructures aussi soient à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'un état moderne. Radio Milawe, la radio leader. Ceux qui ne sont pas pour la dynamique Bodro sont contre l'alternance et l'avènement de la démocratie au Togo. Ils rouleraient pour le parti au pouvoir. C'est justement ce que soutient aujourd'hui une partie de la population togolaise acquise aux idéaux de la dynamique Bodro. Que leur répondez-vous, professeur Rolou? Selon certains, vous dites, quand on n'est pas dans la dynamique Bodro, c'est qu'on est contre l'alternance au Togo. J'observe d'abord que c'est leur opinion et il y a une liberté d'opinion. Donc, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent et d'exprimer ce qu'ils veulent. Donc, on ne peut pas le leur reprocher. Seulement, j'observe que la dynamique Bodro est née il y a moins d'1 an. Et la lutte pour l'alternance dans notre pays fait déjà plusieurs décennies. Penser que ne pas être dans la dynamique, c'est être contre l'alternance. En d'autres termes, nier tous les efforts que les gens ont pu faire dans cette logique jusqu'à ce jour, c'est quand même leur manquer de respect. Mais bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Autre point, en ce qui me concerne personnellement, la dynamique Bodro, nous avons eu des discussions avant les élections parce que Monseigneur lui-même nous a approchés, on a discuté relativement à cette candidature unique. Et je leur avais dit clairement que c'était une mauvaise stratégie pour les raisons que j'avais déjà données initialement en leur disant, dans les bureaux de vote, vous n'aurez qu'un seul délégué. Et si on met ce délégué en difficulté, vous n'aurez pas les procès-verbaux. De sorte que, en ayant plusieurs candidats, cela ne constitue pas un obstacle pour la victoire. Au contraire, avec plusieurs candidats, il y aura une plus large participation si nous faisons une bonne communication. En estimant que si on suppose que l'électorat de UNIR est fixe, par exemple, si nous prenons 100 personnes qui doivent aller voter ou 300 personnes inscrites, si l'électorat de UNIR est de 30, si sur les 100 personnes, 55 vont voter, cela voudrait dire que dès le premier tour, UNIR a ses 30 voix et UNIR sera élu. Par contre, si sur les 100, 80 vont voter, quand bien même les 30 personnes qui vont exprimer leur soutien à UNIR le feraient, il y aura 30 sur 80. Nous aurons un second tour. Donc, notre objectif, c'est d'obtenir une large mobilisation des citoyens, communiquer sur ce terrain, plutôt que de nous enfermer dans la recherche de la candidature unique qui nous affaiblit sur 2 points, comme je l'ai déjà démontré. C'est ce que j'ai dit à cette dynamique. Et donc, quand les journalistes m'ont demandé si j'étais ce candidat unique de l'opposition, j'ai dit que ce serait une mauvaise chose que tous les autres candidats se retrouvent derrière moi. Parce que ce que j'ai relevé comme faiblesse, nous assisterons à cette situation. Donc, pour moi, ne pas être dans la dynamique Bodro ne signifie pas que je suis contre l'alternance,
Je considère cela simplement comme une divergence par rapport aux analyses. Ça, nous étions en amont des élections. Maintenant, après ces élections, il y a eu de nombreux contacts entre la dynamique et mon parti, moi-même étant dans la délégation. S'il n'y a pas eu de suite dans nos discussions, cela ne saurait jamais nous être imputé. On a commencé des discussions auxquelles ils n'ont jamais donné de suite. Ce sont eux qui n'ont pas donné de suite aux discussions que nous avons eues. Et avec d'autres formations politiques par rapport à ce que j'ai eu également comme information, vous ne pouvez pas discuter avec une formation politique ou à un leader politique et lui proposer donc une démarche à prendre ou à laisser. Mais quand vous proposez une démarche à prendre ou à laisser, au lieu de discuter pour trouver la voie qui pourrait être la meilleure pour l'ensemble de l'opposition et que nous puissions défendre cela, eh bien, évidemment, ça peut poser problème. Mais je suis persuadé que personne d'entre nous n'a rien fait concrètement pour entraver la dynamique dans la réalisation de cette alternance. Au contraire, toutes les précautions ont été prises pour ne pas les entraver. Et donc, ne pas être d'accord avec la dynamique sur certains points ou sur certaines analyses, si on considère cela comme être contre l'alternance dans un pays, c'est, à mon sens, nier tous les efforts que les uns et les autres ont déployés jusqu'à ce jour. Et je sais aussi qu'une telle attitude ne serait pas de nature à renforcer l'opposition. Donc, entre nous, il ne doit pas y avoir d'animosité. Malheureusement, il arrive parfois, ce n'est pas de la part des dirigeants de la dynamique, mais quand vous entendez parfois certains propos dont nous, personnellement, nous avons été victimes, c'est parfois décevant. Mais il faut continuer la lutte. Voilà. Sur Terre, l'enfer, c'est la prison civile de Lomé. Professeur Lou, en tant qu'homme de droit, dites-nous ce qui se passe exactement dans le milieu carcéral au Togo. Je ne suis pas un acteur du secteur pénitentiaire au Togo, mais les problèmes de ce secteur sont connus. Le monde carcéral connaît un phénomène de surpopulation, et particulièrement à la prison de Lomé. Et cette surpopulation engendre un certain nombre de conséquences. D'abord, la promiscuité plutôt des détenus, qui fait que finalement, c'est de leur vie privée d'abord qu'il s'agit. Ils n'ont pas de vie privée. Mais à cela, il faut ajouter les problèmes se rapportant à leur alimentation, les problèmes d'hygiène liés toujours à cette surpopulation. Ils n'ont pas accès comme il se doit aux soins. Et lorsqu'on met ensemble tous ces problèmes, c'est de la dignité humaine qu'il s'agit. Cette dignité humaine qui est bafouée. Rappelez-vous, l'année passée, il y a eu un problème aussi se rapportant aux fouilles corporelles dans des conditions assez discutables des femmes qui désiraient rendre visite aux détenus. Nous ne devons jamais oublier que nous soyons détenus, coupables ou non, nous demeurons des hommes, de sorte que la dignité humaine est non détachable. Donc la dignité humaine est intimement liée à notre existence en tant qu'être humain. C'est pour cette raison que ces problèmes doivent être traités comme il se doit. Et cette situation aussi nous amène à poser peut-être en amont le problème des détentions provisoires pour ceux qui ne sont pas encore condamnés, qui sont en détention préventive, en rapport avec les problèmes de présomption d'innocence. La loi détermine au Togo dans quelles conditions prévenus pourraient être détenus. Et malheureusement, dans la pratique, nous ne croyons pas que les règles soient appliquées comme il se doit. Il y a une sorte d'atteinte à la présomption d'innocence, étant entendu que les conditions prévues pour que cette détention provisoire ait lieu sont rarement plutôt respectées.
Voilà, donc c'est une préoccupation, elle est essentielle et il faut résoudre ces problèmes. Vous écoutez Radio Milawe. Monsieur Olu, vous étiez membre de la C14 quand une affaire de 30 millions en fait surface, créant une situation dichotomique entre les leaders et les populations. En suivant la succession événementielle, dites-nous avec exactitude ce qui s'était réellement passé. À qui cette maudite somme de 30 millions a été destinée, Monsieur Olu? Sur cette question des 30 millions, je l'ai dit sur plusieurs médias et à maintes reprises que je ne vais pas alimenter des polémiques inutiles. Ceux qui sont réellement engagés dans cette lutte et qui ne le font pas par procuration et qui ne le font pas simplement sur les réseaux sociaux savent tous les sacrifices consentis par les acteurs politiques dans notre pays. Et ceux-là savent qu'on ne peut acheter aucun dirigeant d'une formation politique, encore moins 14 dirigeants, avec 30 millions de francs CFA. Et je vous le dis, dans le cadre des manifestations même de la C14, chaque parti devait même contribuer. Il m'est arrivé, parce que nous n'en avions pas de sous, d'aller personnellement emprunter les sous en mon nom personnel pour contribuer aux manifestations de la C14. Et donc, je ne veux pas alimenter des polémiques inutiles. Dans la vie, il faut savoir aller de l'avant. Et ceux qui veulent dénigrer les acteurs politiques, s'ils le font dans l'objectif de faire réussir la lutte, qu'ils puissent continuer de le faire. Mais s'ils le font dans l'objectif de se faire voir ou pour paralyser la lutte, qu'ils répondent devant leur conscience. Et donc, si vous permettez, il faut dans la vie savoir aller de l'avant. Je ne voudrais pas aborder cette question. Merci. Professeur Olukomi, vous avez l'habitude d'entonner en tant que chrétien une chanson de foi et de résistance. Après nos auditeurs et auditrices seraient heureux de la chanter avec vous. Êtes-vous prêt à la chanter? J'aime beaucoup chanter, mais malheureusement, je chante mal. Peu importe, je vais essayer. Apetola petola wunyi yi jidudu la yi miato. Apetola petola wunyi yi jidudu la yi miato. Eyata jidudu la yi. Jidudu la ye biato godo apeto la pe do la wu yi jidudu la ye biato. Professeur Olukomi, vous étiez parmi les leaders de l'opposition qui ont dénoncé la loi électorale, le cadre électoral, la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle en ce qui est de l'organisation des élections au Togo. Malgré que les conditions n'étaient pas réunies, vous avez accepté de prendre part à la présidentielle du 22 février dernier. Qu'est-ce qui explique cette décision, M. Olu? Les conditions d'une élection transparente n'étaient pas réunies. Et pourtant, nous avons accepté de prendre part à ces élections. C'est vrai. D'ailleurs, nous-mêmes l'avions dit aux représentants de l'Union africaine et qui étaient venus donc, suivre ces élections, observer ces élections. Vous savez, nous avions on avait une autre alternative. C'était de refuser d'aller à ces élections. Puisque vous savez que nous y allons ou que nous n'y allons pas, et le régime va organiser ces élections. Nous avons vu ce qui s'était passé lors des élections législatives passées, où ils nous avaient même pratiquement poussé donc, à ne pas aller aux élections.
Et dans ces conditions, il fallait forcément, à notre avis, nous organiser pour pouvoir participer à ces élections. Chaque élection est une occasion nécessairement pour un changement, est une occasion pour faire passer des messages. Et ça peut constituer également le déclic dont nous avions besoin. Et donc, pour nous, nous avions pensé effectivement que malgré cette situation, on pouvait limiter les dégâts et probablement inverser la tendance par une organisation des forces de l'opposition. Par exemple, nous avions et nous savions que beaucoup de fraudes se passaient dans les bureaux de vote parce que nos délégués dans les bureaux de vote étaient souvent intimidés. Parfois, on les mettait dehors. On ne leur donnait pas le procès verbal parce qu'ils étaient en situation de faiblesse. Et c'est justement pour cette raison que nous, disons, au sein du PSR, nous avons soutenu qu'il n'était pas du tout opportun que nous puissions aller à ces élections avec une candidature unique. C'était une question de conviction. Parce que si nous y allons avec une candidature unique, nous aurons dans les bureaux de vote un seul délégué, d'autant plus que nous étions mal représentés dans les bureaux de vote. Mais nos délégués, on n'aura qu'un délégué par bureau de vote. Par contre, si nous avons plusieurs candidats, dans le respect de la concertation mutuelle, avec les 5 candidats qu'on a eus, on pourrait avoir dans chaque bureau de vote 5 délégués de l'opposition qui pourraient se montrer solidaires, unis et défendre, ne serait-ce que dans le bureau de vote, leur droit à avoir un procès verbal, leur droit à pouvoir rester dans la salle du début jusqu'à la fin. Malheureusement, et tout ce que nous avons souhaité, n'avons pas été suivis par beaucoup dans cette logique. Et nous nous sommes laissés aller à des querelles inutiles à la recherche d'une candidature unique. Or, en 2005, 2010, 2015, nous avons eu déjà tous ces débats se rapportant à cette candidature unique, qui finalement divise l'opposition, qui finalement fait qu'à la veille des élections, il n'y a pas de solidarité entre les candidats et corrélativement entre leurs militants et entre leurs délégués. De ce point de vue, nous avons failli. Donc, nous étions allés à ces élections, comptant sur cette possibilité entre candidats de pouvoir discuter, de pouvoir réaliser une solidarité entre nous, présenter cela comme tel au peuple, de sorte que nos militants et nos délégués également se sentent solidaires pour que nous puissions renverser la situation. Cela était possible. Quand vous voyez ce qui a pu se passer dans les bureaux de vote, des délégués qui ont été mis dehors parce qu'ils étaient isolés, ne pouvant rien faire, parce qu'entre délégués de l'opposition, il n'y a même pas eu une réelle communication, une concertation, parce qu'au niveau des candidats, nous l'avons essayé, mais malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Mais ne pas aller à ces élections, cela voudrait dire qu'il n'y aurait même pas eu de débat. Ces élections, c'est vrai, n'a pas permis de renverser la situation. Nous avons encore continué à professer, à développer des idées. Et je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que le projet Droit pour tous, c'est dans le cadre de ces élections que nous avions conçu cela comme projet de société lorsqu'on serait élu. Et l'accueil que le peuple a réservé, donc, ne serait-ce qu'à cette idée, parmi tant d'autres, nous renforce dans notre conviction qu'il faut le mettre en œuvre. Donc, chaque élection est une occasion pour pouvoir discuter avec le peuple, mobiliser le peuple, transformer sa mentalité. Que nous y allions ou que nous n'y allions pas, le régime aurait organisé ces élections. Voilà. Le fait qui défraie la chronique et qui retient aujourd'hui l'attention des populations togolaises est relatif à un prétendu retour du séjour des morts d'un tradit praticien qui serait décédé depuis février 2020. Il aurait rejoint son domicile en ce mois de juin et incorporé.
Nombreux sont les Togolais qui avaient cru aveuglément à cette nouvelle avant que les démentis ne soient apportés le samedi dernier suite à une enquête menée par les services de la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui, selon vous, professeur Olu, peut expliquer cette attitude des Togolais à croire à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, surtout les faits ayant trait avec le spirituel? Monsieur Olu. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette croyance d'une partie de la population. Le fait est que le peuple togolais est, dès le départ, un peuple très croyant. Des chrétiens, des musulmans, des animistes. Et donc, du fait de cette croyance, le peuple est aussi prédisposé à accepter des mystères. Mais ces éléments ne suffisent pas à expliquer entièrement cette situation. Aujourd'hui, on a l'impression que une partie de la population, une grande partie de la population est à la recherche du sensationnel. Or, lorsqu'on cherche ce qui relève du sensationnel, très facilement, on peut se dispenser de faire usage de ces facultés d'analyse. Parce que nos croyances, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, animistes, ne nous dispensent pas de faire usage de nos facultés de raisonnement et de la prudence nécessaire et qui s'impose à chacun d'entre nous, et de savoir que les faits peuvent faire l'objet de manipulations, y compris même sur le terrain politique. Et donc, je crois que c'est cette recherche du sensationnel, et ajoutée à la croyance et donc des uns et des autres, et qui les amène à se départir de leur faculté d'analyse et qui conduit à accepter facilement de tels phénomènes. Et je crois que ça doit nous servir de leçon à ceux qui pensent qu'on pourrait croire assez facilement à tous ces phénomènes. Voilà. Professeur Olukomi, après l'échec de l'opposition à l'élection présidentielle du 22 février dernier, quel rapport avez-vous aujourd'hui avec les autres leaders de l'opposition? Pensez-vous que l'alternance soit encore possible au Togo malgré le clivage entre les populations et les leaders de l'opposition? Et le contact n'a jamais été rompu avec les populations. Il est vrai, nous avons été entravés par les difficultés causées par la pandémie coronavirus qui a empêché les déplacements. Mais malgré cela, nous communiquons avec les populations. Et quel est le message à leur donner? L'alternance se réalisera forcément. Nous ne devons pas baisser les bras. Et je dis que ce n'est pas la lutte d'un individu, c'est la lutte d'un peuple. Et l'avenir de notre pays ne peut se réaliser dans de bonnes conditions que lorsque nous aurons opéré les transformations nécessaires à l'état de droit. Et il faut continuer à parler à ce peuple pour que ce peuple, même sa mentalité soit transformée. C'est fondamental. Et vous voyez, les actes auxquels nous avons parfois assisté à l'occasion de ces élections indiquent clairement que les mentalités sont encore à transformer pour atteindre l'objectif fixé. Et donc, nous retournerons physiquement pour pouvoir leur dire qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Nous devons continuer cette lutte. Ils ne luttent pas pour personne, ils luttent pour eux-mêmes. Et cette lutte est une lutte collective. Donc, nous ne serons pas embarrassés de retourner physiquement et devant la population pour continuer nos discussions. La lutte doit se poursuivre. Radio Milawe, la radio leader. Professeur Olukomi, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci de votre présence. Quel est votre mot de fin à l'endroit de nos auditeurs, auditrices au bout des ondes qui vous ont suivi le long de cette émission? Notre mot de fin, c'est de dire aux Togolais que la lutte doit se poursuivre. Nous n'avons pas d'autre choix. Parce que l'avènement de l'état de droit est un devoir pour chacun d'entre nous. Nous avons connu des déceptions,
mais il faut que la lutte se poursuive. Mais nous devons mener cette lutte dans le respect mutuel. Il est possible qu'il y ait encore dans l'avenir des divergences sur la façon d'aborder les problèmes. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Cela ne fait pas de certains les tenants de la démocratie et de l'autre les traîtres. Et si on ne se respecte pas mutuellement, si on ne se donne pas le temps d'écouter l'autre, d'analyser ses positions pour voir s'il peut y avoir quelque chose de pertinent, bien, cette lutte sera encore très longue et nous ne trouverons pas des solutions dans les meilleurs délais. Par contre, si nous prenons le temps de nous écouter, peu importe nos analyses ou bien les différentes tendances auxquelles nous appartenons, et que nous puissions prendre ce qui est bon de chaque côté, nous pourrons mieux avancer et réaliser cette alternance attendue. Et la lutte n'est pas celle, je le répète, d'un individu, c'est la lutte d'un peuple. Chacun apportera sa contribution et nous évoluerons jusqu'à ce qu'on obtienne cet état de droit. Et je voudrais vous dire, à vous, un sincère merci de m'avoir invité à votre émission. Au plaisir de vous revoir alors. Merci. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices au bout des ondes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous, pour votre plaisir, le professeur Olu Komi. Il est le secrétaire national du PSR. Merci de votre présence, merci de nous avoir suivis, merci de votre légendaire fidélité à nos programmes sur Radio Milaway. Mon équipe et moi, nous vous retrouvons le jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Inch'Allah.